Vous écoutez Rewmi FM 97.5. La loi instaurant le parrainage à l'élection présidentielle sénégalaise, principal sujet du grand oral de ce samedi qui reçoit l'honorable député Pape Birahim Touré, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Le grand oral, votre émission politique, est à suivre tous les samedis à partir de 11h sur la 97.5 et sur rewmi.com. Cabinet Interface, agence spécialisée dans le marketing et la communication, vous offre votre émission Grand Oral. Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans ce Grand Oral. Toutes nos excuses pour ce très large retard qu'a accusé notre invité. C'est l'honorable député Pape Birahim Touré. Il est le vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Bonjour honorable. Bonjour. Retenu par les bouchons Tout à fait. de Dakar. Je m'en excuse d'ailleurs. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité davantage. C'est dans la rubrique Portrait. Pape Birahim Touré est technicien supérieur en génie civil de formation. Il a travaillé dans le secteur privé pendant 18 ans. C'est en 2003 qu'il s'est engagé en politique aux côtés de Macky Sall. À partir de cette date, il était coordonnateur du Parti démocratique sénégalais au niveau de Diakhao jusqu'en 2008 quand le président Macky Sall quittait le parti de Wade. Il est donc membre fondateur de l'APR et a été président de la communauté rurale de Diakhao sous la bannière de Dekkal Ngor portée par Macky Sall. Après les locales de 2009, il a subi ce qu'il qualifie d'injustice, à savoir l'installation d'une délégation spéciale avec comme prétexte le découpage administratif en 2011. Après son élection à la tête du Sénégal en 2012, Macky Sall a réparé l'injustice en portant Pape Birahim Touré à la tête de la délégation spéciale de la dite localité. Aux législatives de 2012, il a été investi tête de liste du département de Fatick. En 2014, il a aussi dirigé la liste des locales à Diakhao, ce qui l'a conduit à la tête de la municipalité de la commune de Diakhao, poste qu'il occupe toujours. Pape Birahim Touré a cependant démissionné de son poste de conseiller départemental de Fatick après cette élection pour, dit-il, éviter le cumul de mandats électifs. Tout comme en 2012, il est aujourd'hui député et vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. C'est une bonne présentation de notre invité de ce matin. Bien, parfait. Alors c'est Pape Birahim Touré, donc vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Nous parlons bien sûr naturellement de cette loi numéro 13/2008 portant révision de la Constitution que l'Assemblée nationale a adoptée le 19 avril dernier. Sans débat, c'est à préciser. Alors pouvez-vous expliquer, honorable, aux Sénégalais qui vous écoutent la pertinence et le sens même de cette loi portant parrainage à la présidentielle? Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et de m'avoir aussi par cette invitation donné l'occasion de m'exprimer sur cette loi. Alors, cette loi, le présent loi, projet de révision et de généraliser le système de parrainage citoyen des candidatures déjà applicables aux candidats indépendants à tout type d'élection. Désormais, le parrainage s'applique à toute candidature à l'élection présidentielle, qu'elle soit celle d'un parti politique, d'une coalition de partis ou d'un candidat indépendant. C'est le sens de la révision de l'article 29 de la Constitution qui conditionne la recevabilité de toute candidature à la présidentielle à son parrainage par 1% du fichier général des électeurs domiciliés d'au moins dans cette région, à raison de 2000 par région. Alors, il s'agira ainsi pour chaque candidat d'administrer la preuve d'une certaine représentativité à travers le pays pour avoir le droit d'être candidat à l'élection de président de la République et s'adresser à une offre politique à ses compatriotes. C'est avec cette innovation quand même relativement aux conditions exigées à tout Sénégalais désireux à prendre part à l'élection présidentielle, l'on consacre la fin de la discrimination à l'encontre des candidatures indépendantes qui, jusqu'ici, seules étaient quand même soumises au parrainage. Alors, en effet, l'application des mêmes exigences aux candidats des partis, aux candidats indépendants, ressort une injustice qui était là. Alors, ceci est une
mesures quand même consécutives, des dispositions constitutionnelles lors des réformes dernières, parce qu'il était introduit dans la nouvelle constitution la possibilité à tout candidat qui désire concourir au suffrage des Sénégalais de pouvoir se présenter, y compris les candidatures portées par les coalitions de partis, que les partis aussi, que des candidatures indépendantes. Une fois que cette disposition constitutionnelle a été adoptée par le peuple sénégalais, il appartenait aussi maintenant de se donner les moyens d'application. Et la première condition, c'était de pouvoir quand même inscrire cette disposition au niveau de la Constitution. L'autre aspect, c'est qu'il a été constaté, surtout lors de ces récentes élections législatives, les élections législatives dernières, que le nombre de candidatures était arrivé à un nombre vraiment irrationnel, peu raisonnable, rendant difficile même l'opérationnalité des votes. Il a fallu que le Conseil constitutionnel prenne des mesures pour permettre aux électeurs de choisir 5 bulletins au moins. N'eût été cette mesure, il serait difficile de procéder au vote pendant une journée. Alors, et parmi ces 47 listes qui avaient été en tout cas acceptées et qui ont compéti pour conquérir pendant les législatives, seules, en tout cas 33 listes n'ont pas eu de députés. Et pour ces 33 listes-là, un investissement à peu près de 400 millions avait été dégagé par candidat pour assurer sa couverture médiatique, l'impression de ses bulletins, en tout cas toutes les charges qui étaient afférentes à accompagner le candidat. Parce qu'une fois que le candidat est déclaré, en tout cas candidat par le Conseil constitutionnel, l'État a l'obligation de les traiter au même titre d'égalité et de prendre un certain nombre de dépenses en charge. Alors, fort de ce constat-là, il fallait faire quelque chose. Il ne fallait pas rester quand même amorphe à cette situation-là. Il fallait apporter une réponse. La réponse qui permettrait aux électeurs de pouvoir exercer leur vote librement, donc de la façon la plus transparente, mais aussi de la façon la plus opérationnelle. Si le gouvernement du Sénégal ne prend pas des mesures jusqu'aux élections prochaines et qu'il se produirait une opérationnalité du déroulement du scrutin, personne ne serait indiqué autre que le gouvernement, l'État du Sénégal et au premier chef, le président Macky Sall. C'est pour ça qu'il a décidé qu'il fallait apporter des réformes. Et la démarche aussi qui a été adoptée pour apporter ces réformes-là a été une démarche inclusive. Parce que les discussions ont commencé en 2016. Et vous vous souvenez, lors des réunions ou des concertations de revue du code électoral, auxquelles avaient pris part les partis, donc il avait été conclu au point 8 de la recommandation qu'il faille apporter des modifications à la Constitution pour introduire le parrainage et à un taux de 1%. D'ailleurs, le taux de 1% vient de là-bas. Alors, et aussi des discussions ont été engagées avec l'ensemble des partis politiques. Une partie de l'opposition avait décidé de quitter la table de négociation. Mais vous savez très bien que le gouvernement doit en tout cas se donner les moyens de respecter l'agenda électoral, mais aussi de se donner les moyens d'avoir une bonne organisation des élections. Donc cette mésentente relativement à la loi instaurant parrainage est la conséquence de la rupture du dialogue entre le pouvoir et l'opposition, c'est ce que vous voulez dire? Non, mais justement, ça dit qu'en fait, le dialogue a existé par le passé, le dialogue existe et le dialogue va se poursuivre. Mais on ne peut pas dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une obligation d'un consensus total sur toutes les mesures qui vont être prises. Non. Il n'y a eu jamais de consensus total sur toutes les réformes constitutionnelles ou réformes du code électoral qui ont été prises par le passé. Peut-être la différence, maintenant, c'est qu'il faut chercher le consensus. Le consensus a été trouvé, mais peut-être pas à la majorité, parce que aussi il y a eu des partis, aussi bien de la mouvance présidentielle que des partis de l'opposition qui ont participé à ces négociations et qui sont pour le parrainage. Donc, mais pas maintenant.
Oui, bon. Beaucoup, oui, en fait, la majorité, même pour le parrainage, parce que c'est très normal et c'est très logique. Pour être candidat à une élection comme la présidentielle sénégalaise, il faut quand même avoir une certaine représentativité. Mais pourquoi vous avez choisi ce moment-là pour le faire? Parce qu'il y a même des autres à parler de forcing. Mais pourquoi pas ce moment? Qui sont d'accord pour le parrainage et maintenant? Pourquoi pas ce moment? Nous venons des élections législatives. Oui. Et nous avons connu 47 listes. Et avant ces élections législatives, les listes étaient au nombre de 24 ou 27. En tout cas, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, nous sommes à 300 partis politiques. Et notre système électoral actuel permet à tous ces 300 partis politiques, s'ils le désirent, d'aller présenter leur candidature aux élections présidentielles. Le régime passé avait pensé que le filtre de la caution, ou l'augmentation du montant de la caution pouvait constituer un filtre, ce qui n'a pas été efficace. Parce que malgré que la caution soit ramenée à 65 millions, de 25 à 65 millions, les candidatures ont augmenté. Alors, il fallait trouver un autre mécanisme. Alors, le mécanisme de la représentativité est un mécanisme qui nous paraît très efficace. Oui, on n'en doute pas, honorable, mais maintenant, je reviens avec ma question. Qui sont d'accord pour le parrainage et maintenant? Parce que tout ce qu'on a vu de l'opposition, en tout cas, ne sont pas pour le parrainage. Même les indépendants dont vous parlez, parce que je peux vous citer Maître Mamadama Gueye, qui est candidat indépendant à la présidentielle. Lui, il est pour le parrainage lors de sa dernière conférence de presse. Il l'a dit, mais il n'est pas pour que ça se fasse maintenant. Il faut un consensus, il faut vraiment une large discussion pour que les gens y voient plus clair. D'aucuns sont convaincus que techniquement, le Sénégal n'est pas encore prêt pour ce système-là de parrainage. Mais ils ne l'ont pas prouvé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même faire la distinction entre des personnes qui donnent des positions politiciennes et des personnes ou des organisations qui, quand même, donnent des propositions suite à des analyses objectives. Personne ne peut démontrer qu'aujourd'hui, ce parrainage-là n'est pas faisable. Alors, comment comptez-vous le faire? Parce que il a été expérimenté par le Sénégal. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal dispose dans sa constitution le parrainage. Je vous rappelle qu'aux élections 2007, il y a eu des candidatures indépendantes. Des candidatures indépendantes. Donc, je vous citais Youssou Ndour, était un des candidats indépendants qui avait vu en tout cas son dossier rejeté pour des questions de signature. Étant républicain, il s'est plié à la décision du Conseil constitutionnel. Qu'on vienne me dire aujourd'hui, en 2019, que cette pratique-là est nouvelle. On y avait vu une main politique derrière. Oui. Et ça peut aussi être le cas pour les autres. Déjà, qu'on vous accuse d'avoir instauré le parrainage pour faire barrage à certains candidats. Oui, vous savez que ceux qui étaient là et qui exerçaient le pouvoir, donc pendant que le Conseil constitutionnel donnait ces mesures-là, et qui par le passé avait jugé que le Conseil constitutionnel est une institution crédible, qui a pris des mesures justes, aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui disent que non, ils n'ont pas confiance à ce Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est dans le pouvoir et qu'on exerce le pouvoir, on a confiance à ces institutions. Et quand on quitte c'est les politiques sénégalais de manière générale. Quand on quitte le pouvoir et qu'on soit dans l'opposition, on discrédite ces institutions-là qu'on a mais c'est tous les hommes politiques. On a l'impression même que vous tournez en rond. Ceux qui tiennent aujourd'hui en discours sont ceux qui le portaient il y a 5 ou 6 ans. En tout cas, pas moi. Je vais vous dire, il n'y a pas de personne, en tout cas identifiée dans son comportement ou dans ses habitudes, dans son éducation, par rapport à une formation donnée. Non. Nous sommes des Sénégalais et chacun a son éducation, chacun a ses convictions. Et dans toutes les organisations de la vie active du Sénégal, il se trouve tous les types de Sénégalais, que ce soit dans les organisations politiques, dans les organisations de la presse, dans les organisations religieuses. Vous trouverez des gens avec des convictions, vous trouverez des gens véridiques, vous trouverez des gens tout à fait d'un comportement contraire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a effectivement certains politiciens qui, en tout cas, adoptent cette posture. Mais je ne suis pas d'accord et moi, je le décris.
Donc, quand on défend une chose, il faut être logique. Donc, avec soi-même. Oui, alors, donc, allons-y très rapidement, parce qu'on a peu de temps ce matin. Ouais. On a une trentaine de minutes juste. Alors, honorable, expliquez-nous comment ce parrainage-là sera appliqué pour ces élections. Parce que, vous le dites, ça a été le cas, mais beaucoup doutaient même de la fiabilité de ce système. Alors, pour ce parrainage-là, dont vous venez de voter la loi, comment ça va se passer? Pour ce parrainage, comme je l'ai dit tantôt, il est demandé aux candidats présidentiels de présenter signature à hauteur de 1% du fichier électoral qui doivent porter leur candidature et répartis dans les 7 régions. Aujourd'hui, suite à l'amendement de notre président de groupe, cette signature est ramenée à un taux compris entre 0,8 et 1%. C'est l'amendement Aïmé-Runing. C'est l'amendement Aïmé-Runing. Une concession. On peut l'appeler comme ça? Mais non, c'est un amendement. Comme tout député a le droit de présenter un amendement. Et s'il argumente, donc, c'est l'Assemblée qui en décide. Ce n'est pas une concession de la part du régime? Vous savez, même pendant que nous étions hier en session, il était possible de trouver des consensus. Mais face à une opposition qui n'a pas du tout voulu dialoguer, qui n'a pas de contre-proposition, mais qui dit non, rien ne se passera. Donc, il n'était pas possible de trouver un consensus. On reviendra à l'audience de l'autre jour et expliquer, comment se fera le maintenant, parrainage. ce parrainage-là, donc, la loi que nous avons votée hier, c'est la loi constitutionnelle qui permet d'asseoir le principe constitutionnel du parrainage. Donc, avec le taux que je viens d'annoncer. Alors, à partir de ce moment, donc, si la loi est promulguée, donc le parrainage est une disposition constitutionnelle de la Constitution du Sénégal. Qui va maintenant, nous avons voté le projet. L'opposition a annoncé donc, son désir d'attaquer la loi au niveau du Conseil constitutionnel, ce qui est son droit. C'est Idrissa Seck, vous ne voulez pas le citer. Si c'est fait, donc le Constitutionnel dispose d'un temps pour examiner. Et à la suite de ça, le Conseil constitutionnel prendra une décision. Et si la décision est de confirmer donc, cette loi sera promulguée. Maintenant, il y a une autre loi qui va modifier le code électoral pour donner les moyens d'application de cette mesure. Et il est encore possible de dialoguer parce qu'il y a certaines questions qui sont posées par l'opposition sur comment le faire. Le code sera changé, expliquez-nous. Mais non, ça dit que ce qu'on a adopté, je dis, intègre le principe du parrainage pour tous dans la Constitution. Mais la faisabilité va être définie par le code électoral qui sera modifié. Alors, le projet de loi est venu, les dates ne sont pas encore retenues et que l'opposition a toujours la possibilité donc de venir à la table de négociation pour dire ses préoccupations. Parce que jusqu'ici, moi, je ne connais pas franchement et véritablement quelle est la préoccupation de l'opposition, la préoccupation L'une des objective. préoccupations notamment de Idrissa Seck, c'est l'article 57 du code électoral qui va désormais imposer à tout candidat à la présidentielle d'être électeur. C'est ce mot-là qui dérange certains. Que tout candidat doit être électeur. C'est une modification, non? Mais non, ça dit qu'en tout cas, tout candidat devait être électeur. Pour être candidat, il faut être inscrit sur les listes électorales. Il n'y a pas une modification dans ce sens. Moi, je pense que la modification, en tout cas, qui fait l'objet de débat, est celle de l'article 29 qui dit que, en tout cas, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut que un certain nombre de électeur-là signatures... ne figurait pas dans l'article 57. Désormais, les candidats sont contraints d'être électeurs. C'est ce mot-là, électeur, qui ne figurait pas et qui vient maintenant au niveau de cet article 7 avec cette nouvelle loi. Que les candidats? Oui, doivent être électeurs, sont contraints désormais d'être électeurs. Mais cela, c'est la chose la plus normale. Comment on peut être candidat? Même pour être candidat... Rien ne se cache derrière ce mot électeur-là. Même pour être candidat aux élections locales, là, il faut être inscrit sur les listes et être électeur. C'est quoi être électeur? C'est inscrit sur les listes électorales. Donc je pense que de ce point de vue... Oh non, moi je pense que quand même, moi je ne rentre pas dans ce jeu de mots. Être électeur, c'est celui qui est inscrit. Vous devez vous expliquer, honorable, vous de la majorité, parce que l'opposition tient ce discours-là aux Sénégalais qui se posent des questions et vous êtes les seuls à pouvoir répondre. Mais je ne comprends pas le sens de la question. Il n'y a rien de politique.
Mais comment il peut y avoir quelque chose de politique? Vous savez, l'opposition actuelle qui dirigeait le pouvoir a crié haut et fort sur tous les toits, quand ils étaient au pouvoir, que nous avons un système électoral fiable. Nous avons des mécanismes crédibles. Nul ne peut tripatouiller des élections au Sénégal. Et ça, c'est confirmé. Donc, eux, ils le reconnaissent. Moi, je ne comprends pas quelle doit être la crainte par rapport à cela. Alors, et aussi, il faut rajouter le fait que nous avons un électorat mûr. Et pour s'en rendre compte aujourd'hui, l'opposition a voulu manipuler l'opinion publique citoyenne pour leur faire croire que c'était une mauvaise loi, qu'il fallait sortir dans la rue et brûler le pays. Mais la population a été mature, et plus mature que ces politiciens-là qui les appelaient au désordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu personne dans les rues. Mais est-ce que les Sénégalais n'attendent pas aussi une élection pour réagir? Ils se sont contentés de quelques militants pour aller se promener dans les rues, et quelques-uns d'entre eux sont allés se livrer même à la police. Parce que la plupart n'ont même pas compris ce parrainage-là. Vous y êtes allé trop rapidement quand même. Non. Beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas. Mais honorable, nous faisons des reportages sur le terrain, sortes de sondages. Beaucoup ne savent pas ce que signifie parrainage. Vous savez, le reportage n'est pas un moyen de sondage. Mais si on croise 3 Sénégalais, les 2 ne comprennent pas, on peut dire. Non. Moi, quand je prends mon micro et ma caméra et que je me rende dans une permanence politique, là, je vais entendre le même discours. Ce n'est pas un bon moyen de sondage équilibré et équitable. Des Sénégalais dans la rue. Oui. Moi, je peux en rencontrer. Je peux aller dans une zone où je rencontre tout le monde qui te dira la même chose. Donc, je pense que les sondages au pays a des critères et un échantillonnage. Effectivement, donc, mais ne négligez pas aussi ce qui se dit dans les rues. Mais j'ai dit que si vous racontez 10 personnes qui ont dit la même chose, pour moi, ce n'est pas un échantillonnage de la représentation de l'opinion nationale. Mais vous reconnaissez qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais bien sûr, nous sommes 15 millions de Sénégalais. On ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'on propose des choses, toute cette population, tous ces 15 millions de Sénégalais ont le même niveau de compréhension. Mais la majorité des Sénégalais comprend parfaitement de quoi il s'agit. Sur quoi vous fondez cette affirmation? Vous avez fait des sondages? Mais parce que tout simplement, vous avez vu le tintamarre qui a été autour de la volonté de mobiliser la population pour sortir et pour créer le désordre. Mais la population est allée... Ce n'est pas parce que les populations ne sont pas sorties qu'elles ont compris la population est allée s'affairer autour de ses activités quotidiennes. Bon, on verra. Parce qu'elle est mûre. Elle sait que ce projet de loi est une loi vraiment très efficace, très bonne et une loi de qualité. Alors, qui va contrôler ce parrainage? Le Conseil constitutionnel ou c'est le candidat lui-même qui ira chercher les signatures? Comment ça va se faire? Oui, le Conseil constitutionnel est l'organe institutionnel qui valide les candidatures. Une fois que cette disposition-là est confirmée par le Conseil constitutionnel et promulguée, désormais tout candidat doit joindre des signatures donc à sa candidature au nombre requis. Mais ce n'est pas la première fois, je l'ai dit tantôt, que le Conseil constitutionnel examine des signatures. Le Conseil constitutionnel a cette expérience-là et depuis 1993, le Sénégal dispose dans sa constitution donc le parrainage pour les candidats, pas général. Mais pour les candidats indépendants. Justement. Donc, mais au moins le parrainage a été instauré. Le Conseil constitutionnel a eu à examiner des signatures pour des parrains. Nous n'avons fait que généraliser ce parrainage-là. Donc, le Conseil constitutionnel a une expérience en la matière. Donc, cela ne se pose pas. Le Conseil constitutionnel, donc, vous savez, est un pouvoir institutionnel de notre pays. Donc, si le Conseil constitutionnel désire s'attacher les services de l'État pour, en tout cas, vérifier des listes ou la conformité, en tout cas des numéros de carte d'identité ou autre conformité nécessaire, le Conseil constitutionnel peut s'attacher les services de l'État par réquisition ou par d'autres moyens. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Donc il y a les moyens de l'État peut se donner les moyens d'appliquer cette mesure parce qu'elle a été appliquée en partie donc pour des candidatures indépendantes. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Maintenant, je dis toujours que la loi qui rend opérationnelle cette mesure-là va être votée dans les prochains jours, dans les prochains mois, je ne sais pas encore. Et il est possible, si véritablement l'opposition a une préoccupation, des questions qui sont soulevées, notamment le double parrainage par un électeur, quelles sont les conséquences? Voilà, quelles sont les conséquences?
la vérification des signatures, les modes de dépôt, le délai même qui est rallongé dans la loi pour le Conseil constitutionnel, parce que tout simplement, le Conseil constitutionnel va avoir beaucoup plus de travail, il faut encore lui donner beaucoup plus de temps. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui peuvent être discutées dans la loi électorale. Si l'opposition a véritablement donc cette préoccupation d'apporter des observations consolidante à la loi, mais elle peut toujours le faire, d'autant plus que le président a reçu la société civile et a montré sa disponibilité à dialoguer. Mais ce que n'acceptera pas, c'est qu'on nous dise non, vous qui avez en tout cas la prérogative d'organiser des élections, que vous avez la responsabilité aussi de mettre les Sénégalais dans les meilleures conditions d'organisation et d'exécution des élections, que vous ne prenez pas des mesures phares à une situation que nous avons connue qui a failli créer des difficultés. Donc non, ça c'est la responsabilité de l'État et qui va prendre en tout cas ses responsabilités pour mettre en tout cas des conditions réalistes et réalisables. Est-ce que le temps qui nous sépare de la prochaine présidentielle permet de réaliser tout ce que vous venez de dire? Mais bien sûr. La présidentielle, c'est en février 2019. On est à 10 mois. Vous savez, moi, j'ai même déploré le fait que une partie de l'opposition veille, en tout cas, instaurer le pays en campagne électorale permanente. Nous avons autre chose à faire. Et le président l'a démontré. Mais tous sont en campagne, aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Vous avez commencé très longtemps, vous les politiques de manière générale. Non. Vous savez, le président ne s'est pas préoccupé par ces détails. Il considère qu'il y a des mesures à prendre et aussi il y a des institutions qui sont autonomes, comme l'Assemblée nationale, qui est quand même responsable pour prendre les mesures et décider. C'est pour ça que le président est allé s'occuper d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas que la politique. Vous avez vu, l'opposition n'était présente, et fortement présente, que quand il s'agit de voter une loi électorale. Mais pourtant, les autres questions sont importantes. Les questions de l'agriculture, les questions de la sécurité, les questions d'infrastructures routières, les questions d'énergie ont toujours fait l'objet de débats très intéressants à l'Assemblée nationale. Mais c'était pour la première fois que je voyais en tout cas beaucoup de ces députés-là qui n'étaient là, en tout cas qui depuis l'installation étaient venus à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que nous, de la majorité, comme le président de la République, accorde d'importance à tous les secteurs de la vie économique de notre pays, y compris aussi les questions électorales. Mais ce ne sont pas les seules questions qui nous préoccupent. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Je rappelle que vous suivez le Grand Oral. Nous recevons l'honorable député Pape Birahim Touré, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Alors, honorable, dans ce rapport que j'ai sous mes yeux de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, il est dit que cette loi, outre l'uniformisation des conditions de recevabilité, la révision constitutionnelle vise aussi la rationalisation de la vie politique avec à l'horizon un frein à la prolifération des partis politiques. En quoi cette loi peut permettre de freiner la prolifération des partis? Comment? Oui, disons que c'est une étape. C'est une étape parce que cette loi va rationaliser déjà les candidatures aux élections présidentielles. Alors, vous savez que beaucoup de partis ont créé des partis sans jamais donc concourir à aucun des suffrages, que ce soit au niveau législatif, local ou présidentiel. Alors, avec cette mesure, les partis qui ont été créés pour servir en tout cas de location ou servir en tout cas à certaines organisations ou de dépendance vont quand même repenser un peu leur stratégie ou leur fonction par rapport à cette mesure. Parce que je pense que le marché de location ne passera plus. Puisque tout simplement, il ne suffirait plus d'avoir un récépissé pour aller donc se faire présenter à une élection. On n'en aura même plus besoin. Il suffira tout simplement donc d'emplir les conditions de représentativité. Donc à partir de ce moment, ça constitue un début donc de rationaliser les partis politiques. Mais cela devra faire l'objet d'une discussion avec les partis politiques. Parce que c'est inscrit dans la Constitution et aussi c'est voulu par l'ensemble des acteurs politiques. Ils sont tous d'accord que c'est inacceptable que le Sénégal dispose de 300 partis politiques.
Le ministre Ali Ngouille Ndiaye, depuis qu'il est là, ça fait environ 6 mois, il a autorisé 15 partis politiques. Parce que la législation donc, dit que quand le demandeur remplit un certain nombre de critères, il faut le lui accorder. Donc je pense que tous les Sénégalais peuvent créer un parti politique parce que les conditions de création de parti politique ne sont pas vraiment très corsées au Sénégal. À partir de ce moment, je pense qu'il doit y avoir une discussion entre les acteurs pour définir les modes, soit de création de partis politiques, ou les conditions aussi de participation à des élections aux partis politiques. Peut-être on peut arriver à dire que si un parti politique qui est créé et qui au bout de 2 ou 3 élections ne présente pas de candidature, en tout cas il y a des formes multiples possibles de propositions pour arriver à rationaliser les partis politiques. Mais j'avoue que cette étape de rationaliser des candidatures donc constitue une étape à la rationalisation des partis politiques. Pourquoi cette loi n'a pas fait l'objet de référendum? Mais parce que tout simplement, elle ne doit pas faire l'objet de référendum. Il y a des dispositions de cette constitution qui disent que pour les modifier, il faut que ce soit par la voie référendaire. Par exemple, il y en a même qui disent que pour les modifier, il faut que ce soit une nouvelle constitution. Et ça, c'est le président de la République, Macky Sall, qui a demandé que ce soit dans la constitution qu'il a présentée au Sénégal et les Sénégalais l'ont adopté. Parce qu'ils ne voudraient pas que ce qui s'est passé la fois dernière avec Maître Wade puisse se passer dans notre constitution. C'est de modifier le mode d'élection. Le mode d'élection qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel. Que le président de la République ne peut être élu qu'une seule fois. Et nul ne peut faire 2 mandats. Que le président de la République est élu à la majorité absolue, au scrutin à 2 tours. C'est des dispositions qui ne peuvent plus être modifiées dans notre constitution. Mais il y a des dispositions qui peuvent être modifiées aussi par l'Assemblée nationale, telle que cette disposition-là que nous avons votée l'autre jour. Vous savez, le président Macky Sall est un républicain. Parce qu'il y a eu dans certains pays, y compris même ici, que pour modifier la Constitution ou certaines lois, le gouvernement aurait pu se suffire de prendre des ordonnances. Parce que la loi confère au président de la République de prendre des ordonnances pour modifier des lois. Mais le président n'a jamais utilisé ce mécanisme. À chaque fois qu'il y a eu des modifications ou des projets de loi, le président de la République a demandé qu'on saisisse l'Assemblée nationale qui se penche sur ces questions, qui mène le débat et qui en décide souverainement. Donc, je pense qu'il adopte une posture républicaine parce qu'il croit que les institutions du pays donc, sont crédibles et doivent jouer leur rôle. On aurait aimé revenir largement sur la séance du 19 avril. Malheureusement, le technicien me dit que le temps qui nous était accordé est épuisé. Vous êtes malheureusement arrivé très en retard, honorable député. Je vous remercie quand même d'avoir été là pour ce grand oral du 21 avril. Mais je vous remercie aussi, mais sur ce point-là, peut-être je terminerai par dire que vous avez constaté que c'est l'opposition qui n'a pas voulu dialoguer. Vous n'avez pas voulu de débat. Non, mais l'opposition a évoqué un prétexte. Le débat aurait permis aux Sénégalais d'y voir plus clair. L'article 74 qui dit que l'opposition, un député peut proposer qu'il n'y ait pas eu de débat et qu'un vote est fait par la plénière pour dire de continuer ou d'arrêter le débat. Mais la plénière avait décidé de poursuivre le débat et cette disposition dit qu'une fois que l'Assemblée a décidé de poursuivre le débat doit s'engager. Vous avez vu que l'opposition a voulu par tous les prétextes, par des observations sur le rapport, par aussi des rappels au règlement, par l'article 74, à dialoguer sans pour autant vouloir qu'on ouvre le dialogue. Mais malheureusement, donc, le comportement de l'opposition vraiment a été déplorable et déploré par l'ensemble des Sénégalais qui a été de façon irresponsable de vouloir bloquer une institution et qui se donnait à des spectacles. Vous avez vu, nous étions 120 députés contre 28. S'il fallait créer un désordre, nous avions la puissance et la force de le faire. Mais nous avons respecté les Sénégalais parce qu'ils nous suivaient. Donc nous avons voulu nous comporter de façon responsable, de façon disciplinée face aux Sénégalais. Et vous les avez vus. Mais admettez que l'Assemblée nationale a beaucoup d'efforts à faire encore
par rapport justement à l'image renvoyée au peuple sénégalais. Mais écoutez, par l'Assemblée nationale, il faut indexer les personnes qui se sont mal comportées. On parle de l'Assemblée nationale. Non, il faut oser le dire. Non, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale, on a vu des députés en venir aux mains, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Mais c'est pas parce que je vais voir un journaliste qui s'est mal comporté que je dis que c'est toute la presse. Ça, c'est pas une bonne image en tout cas. En tout cas, il faut indexer. Même votre président vous invite à plus de discipline. Il faut indexer. Merci honorable. En tout cas, on aura l'occasion de reparler très largement de cette question qui intéresse tout le peuple. Je vous remercie quand même pour la disponibilité. C'était Pape Birahim Touré, vice-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Merci à Ibrahima Ndoye pour la partie technique. Vous pouvez réécouter cette émission lundi, Inch'Allah, 18h sur Rewmi FM. Elle sera aussi reprise par le quotidien Rewmi dans sa parution de lundi. À la présentation, Fatou Thiamgom, toujours avec le même plaisir. Je vous donne rendez-vous samedi, Inch'Allah, avec un autre invité pour un autre grand oral. Passez un excellent week-end.